C'est la grand-messe des relations internationales. La conférence de Munich sur la sécurité ouvre aujourd'hui. Elle va durer 3 jours. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont présents. C'est le président ukrainien qui vient d'arriver aussi. Le chancelier allemand Emmanuel Macron s'exprimeront dans la journée. Marco Rubio est lui attendu plutôt demain. On va en parler avec notre invité Federico Santopinto. Vous êtes à Bruxelles. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Europe Stratégie et Sécurité. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension, parce que c'est vrai qu'il y a en théorie ce qui doit être abordé lors de cette conférence, et puis ce que les chefs d'État décident d'aborder eux comme sujet. On a eu l'expérience l'année dernière, on va y revenir avec le vice-président américain. Alors avant cela, avant d'y venir, comme chaque année, les organisateurs ont publié un rapport. Celui de cette année est intitulé Under Destruction. Il dresse un constat préoccupant sur la stabilité de l'ordre international. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Oui, bien sûr, je partage cette inquiétude parce que l'attitude des États-Unis au cours des derniers mois, et notamment sur le dossier du Groenland, a mis en cause fortement la crédibilité de l'OTAN, de son article 5, donc du principe de solidarité. L'OTAN est là pour défendre ses membres, et si le plus grand pays de l'OTAN devait de fait compromettre la sécurité et l'intégrité territoriale d'un de ses membres, c'est l'OTAN qui s'effondrerait tout simplement. Donc effectivement, l'OTAN est en doute. Les Américains ont eu un comportement très ambigu vis-à-vis de l'OTAN, et on verra ce qui va se passer. Effectivement, cette conférence est pleine de surprises depuis quelques années, donc on attend Vous avez de l'impression comprendre. qu'en un an, le fossé s'est creusé entre les États-Unis et les Européens ? Le fossé s'est énormément creusé en un an. Il faut dire que depuis la réunion de Davos d'il y a un mois, les Américains sembleraient s'être un peu calmés, enfin l'administration Trump semblerait s'être un peu calmée. Le fait que ce soit Marco Rubio qui vient aujourd'hui à Munich et pas J.D. Vance ou pas Peter Hegseth, le ministre de la Défense, est un signe parce qu'il est plus diplomate, il est un peu plus nuancé. Et il y a aussi quelques indices qui semblent nous indiquer que les Américains sont en train de proposer aux Européens de faire un pas en arrière eux-mêmes, les Américains, par rapport à l'OTAN, tout en restant engagés dans l'OTAN. Donc on a l'impression quand même que la situation se calme. Après, il faudra voir avec l'imprévisibilité de Donald Trump comment les choses vont évoluer dans le futur. Mais pour l'instant, on a l'impression que les Américains ont fait un petit pas en arrière. Oui, Marco Rubio est effectivement moins idéologue que J.D. Vance, mais il s'agira d'écouter ce qu'il a à dire demain. On suivra ça d'ailleurs en direct sur notre antenne. On voit la difficulté, même si les États-Unis finalement ne se retirent pas tant que cela de l'OTAN, ce sera à suivre. On voit la difficulté des Européens de s'émanciper de cet allié très imprévisible. Effectivement, probablement la raison à cela est que certains Européens ne veulent pas s'émanciper de l'allié imprévisible et pensent que même si l'allié imprévisible devait s'éloigner de l'Europe, ils pourraient ne pas s'éloigner de leur propre pays, et qu'avec des relations bilatérales, ils pourraient maintenir une garantie de sécurité par rapport au propre pays, et ce qui en revient à dire qu'il y a moins de solidarité au niveau européen. Cependant, il est vrai aussi que les Européens ont pris conscience qu'ils doivent développer ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne, qui concrètement veut dire la capacité de faire la guerre sans dépendre de manière excessive d'un pays tiers, en l'occurrence des États-Unis. On verra ce que cela va donner. Il y a un débat au sein de l'OTAN actuellement, et à Bruxelles notamment, sur la notion de européanisation de l'OTAN, avec les Américains qui resteraient avec un pas en arrière, mais qui resteraient dans l'OTAN. C'est un peu, j'ai l'impression, la direction vers laquelle on est en train d'aller. Mais quel est l'état de santé de l'OTAN un an après? C'est vrai que là, le dernier dossier groenlandais a beaucoup secoué l'organisation. L'organisation a perdu de la crédibilité, et dans les relations internationales et notamment les relations stratégiques, les affaires militaires, la crédibilité est essentielle. Mais on aurait pu croire que l'OTAN aurait ne pas pu se remettre de la crise du dossier groenlandais, sur le dossier groenlandais. Toutefois, on remarque ce pas en arrière de la part de Donald Trump à Davos, et qui semble se confirmer actuellement, a permis à l'OTAN de ne pas s'écrouler. Donc l'OTAN est encore là, elle a perdu de la crédibilité, elle pourrait être éventuellement restaurée. On parle de cette européanisation de l'OTAN avec les Américains jouant un rôle mineur, mais tout de même en restant derrière leurs alliés européens. Il faudra voir si
politique sera suivie avec constance. Il faut surtout voir ce que va faire Donald Trump dans les semaines et mois à venir. En tout cas, on a l'impression que les choses se remettent timidement, je ne dis pas en place, dans la même place où elles étaient avant, mais elles se stabilisent un peu et rétablissent un peu cette relation transatlantique fortement secouée. Je le disais, plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Quelle est l'importance de la conférence de Munich comme forum mondial? La conférence de Munich est importante parce que cela donne l'opportunité aux chefs d'État et de gouvernement de lancer des messages à leurs amis et leurs ennemis, de faire comprendre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils vont faire, et aussi de faire comprendre ce qu'ils attendent de leurs partenaires et de leurs amis. Donc c'est un endroit où on envoie beaucoup de messages très importants. On se rappelle, il y a plusieurs années, les messages de Poutine annonçant de fait son intention d'adopter une politique offensive en Europe de l'Est. Et on a vu aussi J.D. Vance annonçant que les États-Unis auraient eu une politique assez hostile vis-à-vis des Européens, finalement. Et donc, c'est une tribune où on annonce ce qu'on va faire et où on fait comprendre à ses alliés et à ses adversaires à quoi s'en tenir. Voilà, c'est plus ou moins cela. L'un des dossiers qui est essentiel, c'est celui de la guerre en Ukraine, du conflit en Ukraine. Il avait été complètement évincé, ce dossier, justement l'année dernière par J.D. Vance, qui s'était complètement concentré sur une problématique, soi-disant, de liberté d'expression en Europe. Est-ce que ce type de forum a un impact concret, pour revenir sur le conflit ukrainien, sur un début de solution? Je ne pense pas qu'on va parler beaucoup d'accords de paix à Munich. Cela a été plutôt fait dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense qui s'est tenue à Bruxelles dans le cadre de l'OTAN. Et puis on a bien compris que les négociations pour une stabilisation, pour retrouver un accord de paix en Ukraine dépendront beaucoup de ce qui se passe à Washington et à Moscou plutôt que de ce qui se passe à Bruxelles, que ce soit du côté de l'Union européenne, du côté de l'OTAN ou à Paris ou à Berlin ou ailleurs. Je pense plutôt que pendant ces jours munichois, on aura des messages envoyés plutôt sur le moyen long terme et que les négociations sur l'Ukraine ne seront pas mises de côté. Bien évidemment, elles seront certainement discutées dans les coulisses, mais ce n'est probablement pas à Munich que les choses se jouent, tout simplement parce que les Européens ne sont pas trop dans le coup et que les Américains négocient avec les Russes qui ne sont pas à Munich, bien évidemment, et avec les Ukraines un peu dans le dos du reste des Européens. Et donc, je ne pense pas que ce sera à Munich que les choses se feront. Conférence sur la sécurité et donc sur la cybersécurité. Ça, c'est un enjeu de taille. Comment la période actuelle est-elle en train de redessiner la défense en termes de cybersécurité? Ben, la cybersécurité est essentielle parce qu'on a bien compris qu'à travers ce qu'on appelle la guerre informationnelle, c'est-à-dire la capacité de faire de la propagande au-delà des lignes ennemies, donc dans les pays qui sont ennemis, on peut obtenir des résultats stratégiques très importants et déstabiliser énormément les sociétés. De plus, nous vivons dans des sociétés qui dépendent de plus en plus de l'électronique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, ça va venir, et ça vient déjà. Et en conséquence, la protection cyber est devenue stratégique et essentielle parce qu'on peut paralyser un pays et on peut paralyser non seulement ses arrières, mais également sa capacité de projection militaire. Du coup, c'est forcément essentiel. L'un des grands changements en un an, Federico Santo Pinto, c'est la disparition du paysage trumpien, tout du moins, parce qu'il est toujours très présent, de Elon Musk. Avec quelles conséquences? Je pense que Elon Musk est toujours là. Il a compris qu'il doit être un peu plus discret s'il veut éviter d'avoir des répercussions commerciales vis-à-vis notamment des Européens. Après les avoir insultés, les avoir critiqués, on a vu que plusieurs Européens, les ventes de Tesla par exemple, se sont réduites. Mais je pense que Elon Musk est toujours là, notamment en termes de lobbying. Pourquoi? Parce que les Européens ont l'ambition de développer des instruments dans le domaine de l'espace et dans le domaine de l'informatique qui puissent être une alternative aux instruments et aux outils américains. On a notamment l'idée de développer la constellation satellitaire qu'on appelle Iris Square, c'est-à-dire des communications stratégiques qui ne dépendent pas de celles fournies par Starlink de Elon Musk. Et du coup, lui n'a pas intérêt à ce que les Européens puissent développer ces capacités. Et je pense qu'il a compris que pour être influent, il faut peut-être moins aboyer et travailler plus discrètement derrière les coulisses. Avec il reste menaçant, vous pensez peut-être pour les démocraties européennes aussi. On se souvient de combien il s'est montré très intrusif dans les processus démocratiques l'année dernière.
Vous savez, quand il faut essayer de comprendre le comportement de Trump ou d'Elon Musk, et lorsqu'on est politologue, on est un peu démuni. Mmh. J'ai l'impression qu'on a plus besoin d'un psychiatre que d'un politologue. Ce sont des personnalités très fortes, très imprévisibles, et du coup, j'ai peur de ne pas être en mesure de vous répondre par rapport à cette question parce que l'imprévisibilité. Je dirais que rationnellement, Elon Musk a intérêt à être un peu plus conciliant parce que l'Europe est un marché important pour lui et parce que ses services dans le domaine de l'espace, notamment à travers Starlink, peuvent être concurrencés par des projets si les Européens constatent, des projets européens s'ils constatent que les Américains et que Elon Musk n'est pas fiable. Mais cela présuppose un comportement rationnel. Quelquefois, on n'a pas l'impression d'être face à des comportements rationnels du coup, et cela est très imprévisible. Mais c'était très pertinent comme réponse. Je vous remercie beaucoup Federico Merci à vous. Santopinto pour ces éléments de compréhension. Merci à vous.